trois sorciers de Smart Bourse avec nous chaque troisième vendredi du mois pour commenter une échéance mensuelle de novembre particulièrement mouvementée. Romain Dobré est avec nous, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Bonsoir Grégoire. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, est avec nous également. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Et Philippe Béchade, le président des Éconoclastes et le rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Bonsoir et bienvenue Philippe. Bonsoir. Romain, bilan de cette échéance qui est une échéance de baisse pour les indices européens et le CAC 40 notamment. Oui, pour les indices européens, pas pour aux États-Unis. Oui, c'est différence de comportement. Oui. Et c'est ce qui marque d'ailleurs cette échéance. C'est ce qui marque l'échéance. C'est cette divergence US-Europe. On perd 4% d'échéance à échéance sur le futur CAC 40. On clôture à 7297 points, 80 ce soir. Une baisse de 310 points, plus de 4% de baisse sur l'indice CAC 40. C'est quoi, c'est une des plus mauvaises échéances de l'année, j'imagine. Probablement. On n'a pas fait, je suis d'accord. On n'a pas revérifié, mais bon, moins 4%. Pas sûr qu'on ait eu. Pas bon. Oui, pas sûr qu'on ait eu pire cette année. C'est pas bon, il n'y a pas de capitulation. Il y a vraiment des éléments techniques qui sont intéressants aussi de ce côté-là. On baisse. Et puis, ce qu'il faut constater aussi au cours de cette échéance, et on baisse, c'est la puissance des rebonds. Parce qu'on a des rebonds qui sont assez importants, plus d'1% par jour, parfois. Et puis, on finit par baisser le lendemain. Donc, la tendance reste évidemment baissière. L'état des lieux sur les positions ouvertes sur les marchés dérivés, c'est que le CAC 40 perd donc 4% sur l'échéance. La position ouverte évolue très très légèrement, 3% de hausse, c'est maigre, ça fait à peu près 6000 contrats de plus, c'est-à-dire que l'indice CAC 40 est toujours déserté, la position ouverte asséchée. Sur l'Eurostoxx, c'est un peu plus franc, on perd 3%, là la position ouverte augmente un peu plus significativement, il y a une petite pression baissière, elle n'est pas gigantesque, il y a la partie technique qui sera à enlever par solde lundi prochain, mais il y a un peu plus de pression baissière. Ce qui est intéressant, c'est de noter que le mois dernier, on avait un ratio de couverture qui était hyper complaisant sur l'Eurostoxx, 0,67, 0,70, il est monté à 1,88 pour commencer le mois de décembre. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus prudent sur l'Eurostoxx. C'est ce qui explique aussi l'absence de capitulation, c'est ce qui explique ces mouvements de rebond brutaux. On est relativement prudent depuis quelques séances sur les indices européens et sur l'Eurostoxx. Ça limite l'accélération baissière, même si on est repassé sous des niveaux d'alerte, clairement. Je ne parle pas du CAC 40 qui, lui, est en train de tester même un niveau d'alerte de moyen terme qui est beaucoup plus lourd. Sur le S&P, ce qui est à noter, c'est que la volatilité qui, le mois dernier, était aux alentours, le VIX autour de 19, est redescendu à 14,58. On repasse en zone de complaisance. On a un ratio de couverture qui était de 0,75 le mois dernier, qui passe à 0,84. On n'est pas hyper inquiet, c'est même assez détendu. Sauf que... On avait signalé qu'on était bien couvert autour du 5 novembre, c'est ça, Exactement. Si je me souviens bien. Exactement. Et donc depuis le 5 novembre, la vol s'est effondrée. La vol s'est vraiment effondrée. Il y a un phénomène technique vraiment intéressant et je vais y venir dans un instant, mais au-delà de ça, le S&P a progressé d'1,60% à peu près, parce que d'échéance à échéance, j'ai de ce soir. La position ouverte, elle a suivi, mais elle a pris 3,5% sur les futurs. Donc on accompagne dans le sens de la tendance, mais c'est quand même pas des mouvements très forts. Ce qui est intéressant, c'est que sur le S&P, la zone que nous donne la nouvelle échéance des options sur le S&P pour le mois de décembre, c'est 5650 en bas et 6100 en haut. Les opérateurs n'ont pas l'air d'envisager qu'on déborde vraiment 6100 points sur les marchés dérivés. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas, mais ça veut dire que si c'est le cas, ce sera un mouvement un peu brutal. Ouais, ce sera une surprise. Ce sera une surprise. Ça veut dire que le fameux rallye de fin d'année, pour l'instant, il est un peu mis en sommeil, en stand-by. C'est la plus grosse expiration pour un mois de novembre sur les S&P. Il y a 1400 milliards de dollars de contrats d'options ouverts. Ce n'est pas un record pour les S&P puisque le novembre est une échéance mensuelle, ce n'est pas une échéance majeure, mais c'est quand même un record de position. Ouais. Alors avec un indice qui a VIX qui a laissé un énorme gap ouvert au jour de l'élection de Donald Trump, ça donne un cocktail un peu risqué parce qu'on sait qu'il y a un seul actif au monde qui comble tous ces gaps, c'est le VIX, c'est l'indice de la volatilité. Donc entre 16,43 et 19,01, il y a un trou de cotation de la volatilité énorme et on sait qu'en général, ils sont comblés à brève échéance. Donc il y a au moins un peu de volatilité à prévoir sur le S&P. Ça se traduit par un mouvement un peu brutal aujourd'hui. On décroche de plus de 1% là, sur le S&P au moment où on se parle. Voilà, avec un vote Trump salué par un gap haussier, puis un gap haussier le lendemain, le jour suivant. Pendant quelques jours, on stabilise autour d'un niveau technique hyper important, une cible de long terme sur le S&P, c'est 5964 points. On stagne autour de ce niveau-là, et là, on ouvre avec un gap baissier aujourd'hui. C'est petite cotation isolée, ça s'appelle un island reversal en haut de marché. C'est le signe qu'il y a la fin de quelque chose. Alors c'est en séance aujourd'hui, il faudra voir si ce gap n'est pas comblé d'ici la clôture, on ne sait jamais, mais
avec cette grosse échéance technique et ces mouvements un peu brutaux, une volatilité qui est devenue complaisante, il peut y avoir un peu de volatilité. Maintenant, on n'a pas de figure de retournement baissier importante sur les indices américains, mais de quoi se dire qu'il y a un peu de prise de bénéfice, d'autant plus qu'arrive Nvidia effectivement mercredi prochain. C'est quoi, c'est le deuxième effet Trump là? Après le coup de boost qu'on a eu impressionnant sur le dollar, les actifs américains, là il y a le deuxième effet qui se coule qui arrive? Peut-être, deuxième lecture. Je pense qu'il y a l'effet Nvidia aussi. Ouais. On avait évoqué le mois dernier, l'écart entre un ETF sur l'économie digitale qui surperformait 2 fois, qui avait progressé de 5% sur la période sur l'économie digitale, qui avait progressé de 10% sur l'économie digitale, alors que celui sur l'intelligence artificielle n'avait progressé que de 5%. Donc vous pouvez se dire ça s'essouffle un peu sur l'intelligence artificielle, mais ça ruisselle dans d'autres secteurs. Là, la configuration sur l'économie digitale a donné comme un signe, un coup d'arrêt si on prend un panier global de ces valeurs-là. Et on peut se demander comment vont être accueillis les résultats d'Nvidia. Il y a toujours beaucoup d'émotions autour du titre. Donc, un peu de prudence de ce côté-là aussi. On reste constructif sur les indices américains. Sur les indices européens, il n'y a toujours pas de capitulation de sell-off. Et il faut dire qu'on revient sur des niveaux qui ont été ceux qu'on avait testés au mois d'août, dont on considérait que le rebond avait été formé par des mains faibles. On revient sur ces niveaux-là. Il y a des opérateurs qui vont commencer à se dire que leur point d'entrée était peut-être dangereux. Si on passe en dessous, il peut y avoir un vrai risque. Et dernier élément, mais qui est quand même hyper important sur la structure du marché, sur le CAC 40, on est couvert, oui, mais sous 7000, on n'a aucun intérêt sur les options. Et ça peut créer un phénomène technique qu'on appelle un twist de volatilité. On est couvert jusqu'à un niveau, mais quand on enfonce ce niveau, ça crée une accélération brutale, baissière, et il peut y avoir vraiment un sell-off sous ce niveau-là. Donc c'est vraiment le niveau à préserver, à surveiller, 7000, 7050 sur l'indice CAC 40. Sinon, c'est des accélérations baissières qui peuvent être assez violentes. Bon, Jean-Louis, bilan de la situation. Alors effectivement, tous les marchés non américains ont pris quand même un petit coup de massue supplémentaire, j'ai envie de dire, ces derniers jours. Je regardais depuis le 1er janvier, si on est en dollars, on a peut-être l'année de sous-performance la plus large entre l'Europe et les États-Unis, les actions européennes et les actions américaines. C'est 25% de sous-performance de l'Europe depuis le 1er janvier par rapport aux actions américaines en dollars. Et c'est vrai qu'on a vu là, des séances encore au cours de cette semaine, ou la semaine dernière, je ne sais plus, où l'Europe, on fait quoi plus 2, moins 3, quand les US font plus 2 sur la séance. Il y a les corrélations ont été complètement disloquées, quoi. Oui, alors ça arrive sur des périodes longues, on l'avait déjà constaté dans le passé, mais violemment comme ça, il fallait un événement. Bon, l'événement, ce sont les élections, qui ont été... très violemment anticipé, parce que le marché, même le mardi matin, il est parti à la hausse, et le dollar aussi. Donc il y avait deux choses qui poussaient dans le même sens. Et là, on se dit, mais bon, ils connaissent les chiffres, ou c'est incroyable. Et voilà, l'effet Trump a été a commencé avant l'élection, et derrière l'élection, ça a été incroyable. Il faut dire que les investisseurs gagnaient sur les actions, sur leurs placements, et en même temps sur le dollar. Donc, fantastique. Et vous savez, ça m'a rappelé une chose, et pour vous dire la vérité, c'est ma femme qui m'en avait parlé, parce qu'elle était gestionnaire à l'époque, donc elle était très concernée. Gestionnaire de portefeuille, elle me dit, Jean-Louis, j'ai l'impression que à entendre les gens, j'ai l'impression que je me retrouve en 1983, avec l'idée qu'il fallait... parce qu'elle avait quand même des ordres aussi d'instruction, mais qu'il fallait acheter les valeurs japonaises. Il fallait acheter du Matsushita, d'Hitachi, Et elle me dit, mais c'est fou, parce qu'aujourd'hui, on entend, il faut acheter du Nvidia. Voilà. Et bon, on sait comment ça finit, mais là, c'est pas non plus le même environnement. Et puis, tout va beaucoup plus vite aujourd'hui. Alors, on a des sanctions, là, en ce moment, qui sont violentes. On peut même pas dire l'effet Trump s'estompe. C'est que tout d'un coup, on a l'impression que ça repart dans l'autre sens. Enfin, faut pas exagérer, on n'en est pas là. Mais ça peut faire peur, en effet. C'est parce que tous les mouvements sont violents, tout le monde va dans le même sens au même moment, toutes les constructions de contrats avec les options, etc. font que danger. Il ne faut pas extrapoler ce qu'on a vu de l'effet Trump autour de l'élection et dans les jours suivants. Il ne faut pas extrapoler ça sur, alors évidemment sur l'ensemble du mandat de Donald Trump, mais c'est pas quelque chose qu'on peut extrapoler même facilement encore pour les prochaines semaines. Moi, j'ai pas cette impression en tout cas. Mais, et comme là, la baisse, elle est violente, mais bon, faut pas non plus partir en panique en se disant faut s'en aller en courant. On a quand même anticipé sur les marchés américains, et c'est pas Philippe qui va dire le contraire.
des choses assez positives, on va dire, assez même idéales. C'était incroyable à tous les niveaux, le dollar, et personne ne parlait du déficit. On n'a jamais entendu parler du déficit américain. On voit d'ailleurs, entre les actions et le marché obligataire, la lecture est très différente. Le marché obligataire semble dire attention, inflation, ça corrige. Les actions voient croissance, baisse des taux, et là, ça s'envole. Profit des entreprises. Oui, donc voilà, mais en même temps, chacun est dans son rail, quoi. Voilà, et il y a une réalité, c'est-à-dire que les chiffres sont bons. Donc là, on a un repli des marchés. Je pense que la hausse d'hier, notamment sur le CAC, est complètement technique, contre-pied même, on peut dire un contre-pied, parce qu'il y a eu des ventes stop, on les a vus, je ne sais pas si tu étais à ce moment-là derrière les écrans, mais sous 7340, 7315, cette zone où on a vu vraiment des ventes, mais dans le vide. Et hier matin, vous vous rendez compte, déjà dans les 5 premières minutes, je regarde mes écrans, je vois que le marché stabilise à peu près, et je voyais que les valeurs qui baissaient, c'était en fait LVMH, mais pas beaucoup, 0,6, 0,8, 0. Et je disais, oh là là, il en faut peu pour que ça rebondisse. Mais je ne pensais pas que ça allait reprendre aussi violemment. C'était assez incroyable. Donc, en fait, on a des mouvements qui ne rencontrent pas de résistance parce que derrière tout ça, il y a plusieurs problèmes. Aux États-Unis, on voit le moteur potentiel. Le moteur, c'est Trump. Et en Europe, on ne voit pas de moteur potentiel. Pour aller vers une dynamique économique, on se dit, mais quoi ? Donc, déjà, l'Europe... Il y a un consensus assez solide sur l'idée que l'Europe n'intéresse pas en ce moment. Ça, je vous l'accorde. Ça, je vous l'accorde. Donc, voilà, en Europe, on est complètement... Et quoi, méfiance alors ? Avec ce genre de consensus ? Il n'y a pas de conviction, du coup, si vous voulez. Donc, quand on voit que ça monte, il faut bien regarder ce qui se passe, comment évoluent les volatilités, etc. L'implicite, notamment, qui est resté, on va dire... sage, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fortement baissé quand le marché a remonté. Elle est restée autour de 14. Quand il y a eu du stress, elle était montée à 16, 17. Mais bon, et là, aujourd'hui, ça rebaisse, ce qui est un peu logique. Et lundi, on va voir, avec des considérations techniques qui vont descendre d'un cran, des pressions techniques qui vont descendre d'un cran. En général, peut-être qu'on aura une lecture plus claire de la situation, voir si... Mais c'est vrai que ces derniers temps, on voyait du panier, on voyait des choses comme ça. On voyait beaucoup de situations d'arbitrage. Et là, il y a eu un petit arbitrage au profit de l'Europe contre les US, mais est-ce que ça va durer ? C'est pas du tout évident. Bon, Philippe, votre bilan de cette échéance avec l'éléphant Trump qui a fait une entrée fracassante dans le magasin de porcelaine. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper, de priorité ? On se fait tromper ? Voilà. Pour moi, l'éléphant dans le corridor plutôt que dans le magasin de porcelaine, c'est quand même la dette. Et ce matin, à 5h13, très officiellement, la dette américaine a franchi la barre des 36 000 milliards de dollars. C'est exactement 10 fois le niveau de la dette en 1991, c'est 6 fois le niveau de la dette en 2001, c'est 3 fois le niveau de la dette de 2009, post-crise, début des quantitative easing, et c'est 2 fois 2015, sauf que 2015, c'est déjà 5 fois 1991. Autrement dit, chaque contribuable américain, aujourd'hui, porte 250 000 dollars de dette, 36 000 milliards, 33 millions d'Américains. Il doit y avoir à peu près 158 millions de contribuables. C'est juste vertigineux. Et 250 000 dollars, c'était quand même le prix médian des maisons en 2016-2017. Oui. C'est tout, quoi. Oui. C'est-à-dire que chaque contribuable américain doit une maison d'il y a 5 ou 6 ans. Et ça ne fait jamais l'objet d'un commentaire, ni de la part de Jérôme Powell. Hier, on l'a vu depuis Dallas, je n'ai pas entendu parler un moment du mot. Il répète depuis Bernanke, ils ont toujours cette phrase dans les auditions au Congrès que la trajectoire des finances publiques américaines n'est pas soutenable. Voilà. C'est la phrase clé du banquier central américain. Comme c'est la même phrase et que les algos qui décryptent les textes voient toujours la même phrase, donc il n'y a pas un adjectif plus fort. Oui, le constat ne change pas. C'est vraiment insoutenable. S'il y a eu le vraiment... Il y a des organes, le CBO alerte régulièrement, il a fait au cours des mois et des derniers mois, alerte régulièrement quand même sur la trajectoire des finances publiques américaines désormais. Aussi bien la campagne et les... mais dans la campagne, ça je suis d'accord. Les communicants de Kamala et de Trump, je pense qu'ils ne savent même pas comment s'écrit le mot dette.
suis pas sûr. Hein. En tout cas, ça n'a pas été un sujet de campagne. Ils l'ont pas écrit dans les discours. C'est sûr. Ils ne devaient pas être sûrs de l'orthographe, donc ils ont préféré pas le mettre. Non, mais blague à part, Philippe, le sujet va rapidement à nouveau être traité, puisque le plafond de la dette va très vite s'inviter à nouveau dans les débats, et à partir de janvier 2025, sous la nouvelle administration Trump, ce débat va tout de suite revenir. Ce sera peut-être même un des premiers débats à régler à nouveau au Congrès. Oui, comme on dit, c'est une sacrée bombe à retardement. Alors, j'ai une autre devinette. Depuis le mois de mai 2023, quel est le montant additionnel de dette chaque mois? Oh bah non, oui, trop dur. Il y a trop de zéros. Bon, oui, allez, c'est 320 suivi de 9 zéros. Donc 320 milliards de dettes de plus par mois depuis le mois de mai 2023. Et par rapport à octobre dernier, on est à plus 500. Bon. Alors, on a battu tous les records dans le mois qui a précédé les élections. Alors donc, effectivement, trajectoire pas soutenable, c'est juste énorme, quoi. Voilà. Et manque de bol, au moment où la dette atteint les 36 000 milliards, aujourd'hui, le 10 ans, je l'ai vu, avant d'arriver pour l'émission, il était à 4,51. Ouais. Voilà. Oui. Le 30 ans était à 3,68. Et si je fais un calcul, ça fait 90 points de plus que le 18 septembre dernier. Oui, 90 points. Autrement dit, la Fed vient de baisser de 50 plus 25,75 et le marché anticipe 3, voire 3,5, 3 gros demi d'ailleurs, hausse de taux en 2025. Mais on est complètement à l'envers. Et comme on parlait de la grande divergence entre l'Europe et les États-Unis, on a également la plus grande divergence en 53 ans entre les taux et la trajectoire des indices, puisque le S&P gagnait, avant de corriger ce soir, il gagnait 11% depuis le 18 octobre, et les taux ont pris 90 points. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire des marchés. Oui, bon, c'est pareil. C'est jamais arrivé. Donc c'est vrai qu'on aura du mal à dire « Ouais, dans des conditions comme ça, on sait ce qui nous attend ». Ben non, c'est pas ce qui nous attend, puisque c'est jamais arrivé. Voilà, c'était juste. Je nous laisse sur un cliffhanger là. Qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait fichtre rien. Ce que je peux juste ajouter. Bon, déjà, on n'a pas revu sur le 10 ans américain encore le niveau de 5% qui avait été atteint en octobre 23 et qui avait été quand même un seuil où le marché avait commencé à avoir un peu de mal à encaisser. Non mais là, si on faisait un sondage le 18 septembre dernier en demandant combien il y en a qui parient que le 10 ans va reprendre 92 points, je pense que c'était zéro. On avait zéro spécialiste des taux pour vous dire quoi. Dans cette semaine, on sera 92 points au-dessus. Attendez, on vient juste de commencer le cycle de baisse de taux. Bon, il y a un peu de réajustement. Il y a un peu de réajustement sur les baisses de taux de la Fed. Le taux terminal est vu à 4% désormais. Il y a eu un peu de réajustement sur l'inflation. On a des break-even inflation qui sont un peu repartis à la hausse. Et puis, il y a une prime de terme dans les 90 points de base qui est liée à l'élection de Donald Trump. Ça se décompose comme ça. On peut expliquer ça. Chacun met les proportions qu'il arrange, mais c'est comme ça que ça se décompose. On peut assembler un puzzle avec des motifs rationnels. Tout ce que je souligne, c'est que 90 points de plus sur le marché, 11% de hausse sur le S&P, c'est quelque chose qui n'a jamais existé. Donc effectivement, on a peut-être là un début d'explication, mais si ça, d'un seul coup, si ça venait à faire une méchante étincelle dans une pièce pleine de gaz, je dois dire qu'on y est là. On avait vu au printemps, on avait atteint 4,70 sur le 10 ans américain, on avait eu quand même une phase de retracement du marché à partir du printemps dernier. Oui, mais là, on n'était pas rentré dans un cycle de baisse de taux. Sur les 50 dernières années, vous ne trouvez pas un exemple de taux qui ait pris même 30 points de base dans un cycle de baisse de taux qui s'amorce. Ça n'a jamais existé. On verra. Peut-être que le cycle de baisse de taux, il est déjà proche de la fin. Ben oui. Voilà. Mais ça veut dire toutes les anticipations sont à revoir. Ouais. Baisse des taux, quand même, ça va se poursuivre un petit peu tout de même. Normalement. Pour la Fed? Pas en décembre déjà, pas en décembre. En fait, décembre possible, mais on va pas pouvoir faire peut-être. On fera pas. On voyait 3% d'arrivée pour le taux de la Fed. Là, déjà, on voit plus que 4. Ce qui va être tentant de toute façon pour les investisseurs, c'est ce qu'il faut prendre conscience, c'est de se dire, je prends mon bénéfice sur les actions
et je vais placer mon argent à un taux d'intérêt. C'est ça l'arbitrage qui va se matérialiser à un moment. Normalement, oui, Ouais. bien évidemment. Ouais, bien sûr. Ah, non, mais Vous vous rendez compte la plus-value qu'il y a La prime de risque sur les actions américaines est négative aujourd'hui. Par rapport au taux sans risque, il n'y a aucune prime à acheter les actions américaines aujourd'hui. S&P, 30 octobre 2023, 11 novembre 2024, c'est 44% de hausse. C'est une des plus fortes hausses sur 12 mois. C'est énorme. C'est une des plus fortes hausses sur 12 mois du 21e siècle, quand même. Et il y a 64% de primes sur les actions américaines à Wall Street par rapport aux actions européennes aussi. Oui. Le plus gros écart depuis 1991, je crois. Ouais. Donc, Prime de valorisation, valorisation. c'est ça. Oui, bien sûr. Oui, non, mais Donc, toutes les métriques vont dans le même sens, je il y crois. a des écarts qui devront être un peu gommés, j'imagine. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question de dire est-ce que l'Europe, c'est pas hyper consensus négatif. Nous, on voit les choses de la façon suivante. Pour l'instant, il n'y a pas de sell-off, il n'y a pas de capitulation. On revient sur des niveaux clés. Si on les rompt, il va y avoir cette capitulation et des points d'entrée qui seront peut-être plus intéressants, qui ouvriront des points d'entrée. Il n'y a pas que des histoires négatives en Europe. Ouais. Il y a des dossiers qui se comportent extrêmement bien. On parlait de stock picking la dernière fois. Ça se passe. Ça reste un bon marché de stock picker. Excellent. Alstom, regardez le parcours, excellent. Il y a Vallourec qui réagit très bien aujourd'hui. GTT qui se comporte très bien. Pour une très grosse aussi Publicis qui a un parcours qu'elle confirme pour l'instant. Moins 6 aujourd'hui, quand même. Publicis Moins 6 aujourd'hui. Ah bon, alors contre-pied aujourd'hui sur Publicis. Oui, mais ça prend quoi 25% depuis le début de l'année C'était pas mal. Ouais. Il y a quelques dossiers comme ça qui sortent du lot. On avait évoqué ABC Arbitrage, alors c'est plus petit, mais qui a pris 6% sur le mois. On a vu Aramis qui a à peu près les mêmes proportions de progression. Donc il y a des titres qui quand même tirent extrêmement bien leur épingle du jeu. Reste que rentrer sur le CAC 40 aujourd'hui dans ces conditions-là, c'est courir un risque de sell-off et de ne pas avoir un bon point d'entrée. Donc il vaut mieux avoir quelque chose qui se construit, qui se stabilise et qui sort d'une tendance baissière et en rater un petit peu plutôt que de, à mon sens, rentrer dès maintenant sur l'indice. On peut dire effectivement qu'il n'y a pas de grosse logique sectorielle en Europe. Il y a l'économie digitale, les banques en Europe, mais qui arrivent contre une grosse résistance. Ça patine un peu. Donc à voir. L'assurance toujours, les télécoms, qui sont les secteurs les plus forts. Si on regarde les zones géographiques, c'est toujours l'Italie, les mid-caps italiennes qui surperforment. Et j'ai envie de regarder, ça c'est un peu un pari à surveiller, mais le Bovespa, l'indice brésilien, qui arrive sur des niveaux de support ou pas loin, qui pourrait réagir d'autant plus si les matières premières se mettaient à repayer. Avec une banque centrale brésilienne qui monte les taux. Donc pourquoi pas, mais c'est pas affirmé maintenant. L'énergie, les secteurs énergétiques depuis quelques jours se reprennent un peu mieux, tout ce qui est pétrolière, etc. On l'a vu. Small caps en Europe aussi qui surperforment en termes de force relative par rapport aux indices, même si beaucoup... Les small caps européennes, les indices européens de small caps. Exactement, des paniers de small caps européennes qui surperforme très légèrement dans le contexte actuel. Parmi les valeurs, il y a Eiffage, par exemple, qui est sur un niveau de support de long terme qui paraît être intéressant. Donc il y a quelques éléments comme ça qui sont intéressants, mais ce sont des foyers. On avait parlé de L'Oréal, on avait donné un objectif à 337, elle l'a enfoncé, 326 autour. Pernod, on avait donné 113 comme objectif, elle est en dessous. Il y a quand même des valeurs qui ont dépassé les cibles de long terme qu'elles avaient déclenchées, baissières, et pour l'instant, on n'a pas de figure de retournement. Donc on n'a pas de raison de se précipiter, même si on se dit que pour un investisseur de long terme, ça peut être des points d'entrée, mais on n'a pas d'éléments qui donnent envie d'y aller dans l'immédiat. Plus des marchés américains qui sont un peu topiches à court terme. Encore une fois, il n'y a pas de figure de retournement, pas d'épuisement. Petit épuisement de court terme, mais rien de fort. On se dit que oui, une situation d'attente pour y voir un peu plus clair, c'est peut-être pas mal. Jean-Louis, on reste, enfin le CAC reste quand même dans un range, même si c'est un cran en dessous. Tu parles pas, quoi. Oui, un cran en dessous, oui, un bon cran en dessous alors. Mais est-ce que ça reste une logique où on peut acheter et vendre dans le range? Et puis, est-ce que le stock picking trouve toujours de l'intérêt là? Ça fait quelques mois qu'on en parle quand même maintenant. Alors, moi j'étais neutre le mois dernier déjà sur le CAC. Là, je suis passé baissier sous 7340, 315. Maintenant, je ne m'attends pas non plus à une force. Pas vendeur fort, quoi. Non, pas vendeur fort. Il y avait, je vous avais dit, il y avait pas mal d'achats de put spread. C'est ce que vous disiez. À l'époque, 7004, 6008. Donc, en effet, quand tout à l'heure, Romain, tu disais que sous les 7000, ça peut être dangereux. En effet, on s'approcherait des 6008. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient acheté des puts 7004 et ils ont vendu du 6008. Alors, il y avait pas mal d'échéances décembre. Après, pas mal d'échéances aussi sur mars. Alors, quand je parle comme ça, c'est aussi l'équivalent qu'on trouve sur l'Eurostoxx, bien évidemment. Plus d'ailleurs, mais comme pour
beaucoup de gens, le CAC parle mieux. On va prendre comme image le CAC 40. Donc, il peut y avoir une sensibilité technique, une fragilité qui se met en place, c'est évident. Mais je pense que c'est assez étonnant, mais c'est justifié par le comportement qu'on observe des valeurs depuis des mois. Si on pourrait être vendeur de CAC, on pourrait aussi être acheteur d'actions sur opportunité et sur des choses ou certaines valeurs, sur des valeurs donc, qui ont été massacrées ou qui ont des situations particulières. Bon, on va le voir, moi, par exemple, j'en ai. Ça, c'est vraiment des fonds de portefeuille. J'ai de l'Elior, qui est pour moi, j'avais acheté 2,5, hein, j'ai jamais bougé. Enfin, si, j'en ai vendu un petit peu à 4,38, là, mais j'en ai toujours. Même de Richebourg aussi. Après, bon, en dehors de ces valeurs qui sont tout en haut, on trouve des valeurs qui sont tout en bas, mais alors quand tu dis qu'il y a des niveaux d'achat, le problème c'est que toutes ces valeurs qui sont tout en bas, elles continuent d'enfoncer. Donc c'est pour ça que je suis d'accord, il faut attendre des signaux techniques de reprise, des stabilisations, une amorce de rebond, un peu de volume, mais bon, c'est pas évident du tout. Et puis au moment où ça part, parfois c'est une violence terrible. Bon, bah là du coup on s'abstient, on attend que ça confirme éventuellement avec un petit pullback derrière, une redistribution un peu des forces. Mais si les gens se disent que c'est dur d'acheter, oui, c'est dur d'acheter, c'est dur de trouver des idées. En tout cas, il ne faut pas se tromper. Le problème, c'est qu'on n'a plus le droit, vraiment, on n'a pas le droit à l'erreur. Enfin, tout de suite, c'est du moins 20, moins 30. Ouais. Et puis, acheter les actions en bas, ben non, il ne faut pas. Malheureusement, il ne faut pas. Si elles sont en bas aujourd'hui, c'est qu'il y a une bonne raison. Et s'il y a une telle divergence entre Saint-Gobain et puis d'autres, bah, c'est qu'il y a une raison. Et... J'avais fait la liste de tous les secteurs. Là, on parlait de Publicis tout à l'heure, qui perd effectivement 5-6% aujourd'hui. Mais sur l'année, Publicis, c'est plus 30. WPP, le premier concurrent, c'est moins 30. Il y a Adidas, qui est pareil, qui doit être à plus 20, plus 30, quand Nike est à moins 20 sur le marché américain. Il y a bien sûr Nvidia, tout en haut, AMD, qui bouge pas. Enfin, ces écarts-là, ils sont massifs au sein des mêmes secteurs et dans des très très grandes valeurs, quoi. Et après, sur les valeurs, c'est le comportement qu'elles peuvent avoir, c'est-à-dire leur volatilité, même pas l'implicite, hein, je parle de la volatilité observée. Regardez ASML, hier, elle monte fort, et tout à l'heure, elle perd des 5 ou 4,5. C'est pas... Donc la séance d'hier, c'est plutôt l'anomalie dans la tendance de ASML depuis des mois maintenant, quoi. Et ASML, c'est quand même la plus grosse valeur européenne. Qui pèse, je sais plus, 300, 400 milliards. Non, mais 7-8% de Ah oui, de l'Eurostoxx, oui, pardon. Hier, Siemens, pareil, elle a boosté. C'est dire comme les marchés sont creux. Donc ça a tiré l'Eurostoxx. Hier, en fait, on a eu ASML et Siemens qui avaient annoncé de bonnes nouvelles. Ça a vraiment boosté l'Eurostoxx 50. Hein. Bon, Philippe, est-ce qu'on peut imaginer à un certain point quand même une forme de retour à la moyenne? Là, on décrit des marchés européens désertés, alors avec des idées, des foyers, comme vous dites, comme ça, intéressants, face au rouleau compresseur américain. Est-ce qu'il y a l'idée quand même que les choses peuvent l'écart peut-il se résorber là, à court terme, d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine? Puis je veux bien qu'on embraye un peu sur le dollar. Le dollar et le bitcoin, peut-être, qui ont été deux actifs particulièrement soutenus encore ces derniers jours. Ouais. Le retour à la moyenne, on va dire, c'est la légende la plus inutile de 2024. Voilà, chaque mois, on constate qu'on s'éloigne un peu plus des moyennes, enfin de la moyenne. Puis, pour les chartistes, qu'on s'éloigne de plus en plus des moyennes mobiles, que ce qu'on appelle les écarts standards s'étendent vers l'infini. Bon, c'était merveilleux. Et puis, alors, le Bitcoin, c'est un très très joli cas d'explosion des bandes de Bollinger. Avec quasiment 30% quand même, hein, 73, 93, 300 en 8 séances. Bon, voilà. Par contre, je remarque que l'Ethereum, lui, est encore à 30% de ses plus hauts. Hein. Voilà, donc c'est vraiment le Bitcoin. Et c'est quoi donc le lien entre Trump et le Bitcoin alors? C'est quoi l'idée du marché de se dire que... je ne veux pas enfoncer des portes ouvertes, mais bon, Trump a dit que c'était quasiment un actif de réserve qui vaut presque de l'or. Enfin, voilà. Trump, il a voulu d'abord rendre service, envoyer un message à ses amis producteurs d'énergie. Parce qu'aujourd'hui, quand on ne sait pas quoi faire de l'énergie, avant on la gaspillait ou on ne la vendait pas. Maintenant, on peut, les mineurs vont la récupérer, vont l'exploiter, vont la valoriser. Donc pour les producteurs d'énergie, le Bitcoin, c'est une nouvelle
source d'activité, surtout la nuit, surtout l'été quand il y a du vent et du soleil, où là vraiment on produit vraiment beaucoup d'énergie, trop. Ah ouais, bien sûr, voilà. qu'on ne peut pas remettre dans le réseau. Oui. Donc ça, c'est bien, le Bitcoin, c'est... d'ailleurs, mais c'est un actif pro-Trump ou c'est un hedge contre Trump? Ah bah là, je dirais que c'est un hedge contre Trump. Si on s'en va vers 40 000 milliards de dettes. Bah oui. D'accord. Donc c'est un actif de couverture. Il est probable que c'en soit un. Maintenant, Trump couverture de la politique de Trump. Oui. C'est quand même un actif qui s'est valorisé avec Trump. Oui. Voilà. Et là, qui s'est valorisé avec Trump, et là, c'est synonyme de pump. Et là, il y a eu un pump extraordinaire sur le débordement des 73 800. Là, ça a été... tous les stops se sont déclenchés. Et c'est pour ça que là, on a vu cette anomalie, les bandes de Bollinger qui ont été percées de 20% quand même. Et alors, du coup, c'est en termes de... Enfin, je veux dire, parce que là, ça a retracé un petit peu. Très peu, là, pour l'instant. Pour l'instant, il pourrait y avoir une petite fragilité sous 87, à peu près. Et là, il y a un gap, quand même. Ça aussi, c'est quelque chose de pas commun. Donc ça pourrait être corrigé. Mais bon, maintenant, on peut pas aller, je vais pas disserter sur la valeur fondamentale du Bitcoin, évidemment non. Par contre, on sait que c'est un actif risk-on. Voilà. Donc, quand le VIX est retombé à 14,20, 14,30, c'est là qu'on a fait 93 cas sur le Bitcoin. Donc, pour savoir qu'est-ce qu'il va faire demain, j'aurais tendance à dire, regardons d'abord ce qui se passe sur le VIX, ensuite regardons ce qui se passe sur le Nasdaq. Et puis, on a vu, par exemple, là, Super Microcomputer, avec ses anomalies comptables et la capacité de faire certifier ses comptes, qui va être délisté. Ça valait $120, ça en vaut 19. Et c'est le 3e plus gros client de Nvidia, quand même. Pas l'oublier. 3e plus gros client de Nvidia. Ouais. Ah ouais. Bon, jusqu'à présent, on a l'impression que le marché se dit si Super Micro disparaît, c'est pas grave, il y a le concurrent qui prendra la place. Et pour Nvidia, il n'y aura pas forcément d'impact. On va voir. Donc, c'est mercredi prochain ? Ouais, mercredi soir, 20 novembre au soir. Il y a une situation. On peut passer, mais est-ce que sur Nvidia, il y a une situation technique particulière ? Enfin, de toute façon, il y aura une attention majeure mondiale autour des résultats, mais est-ce qu'il y a quelque chose à observer sur Nvidia avant ça Elle a anticipé pas mal, encore une fois, de cette publication. Elle a débordé 136,30. C'était un niveau de résistance majeur, une zone de congestion au sein de laquelle elle évoluait depuis longtemps. Avant les publications, elle va chercher la cible suivante autour de 147. Et depuis quelques jours, on stagne complètement sur ce niveau-là. Donc ça reste toujours hyper technique. La publication va probablement être extraordinaire encore une fois, sauf qu'elle était déjà anticipée. Oui. La dernière publication avait été extraordinaire. La réaction de marché avait été un peu froide. Voilà, mais là, ça s'était passé au moment d'une publication, d'une échéance technique des marchés dérivés, et il y avait un tel consensus haussier dessus que de toute façon, ça ne pouvait pas payer plus. On avait identifié ce point-là, et c'était un niveau de consolidation possible. Là, autour de 147, il y a des extensions possibles. Maintenant, je ne suis pas sûr que ce soit le dossier qui ait le plus de potentiel haussier dans les semaines qui viennent. Très clair. Juste une petite parenthèse. Oui, vas-y. C'est assez rare de le constater, mais selon les estimations, le PE de Nvidia, il est entre 65 pour les plus optimistes, ceux qui pensent que les bénéfices vont encore doubler quand ils vont les publier en janvier, et 105. Si c'était grosso modo un peu le 4e trimestre. On verra la guidance mercredi soir prochain. 65 à 105, alors que 105, c'est le PE de Tesla. Oui, mais Tesla qui a bien profité aussi de l'élection de Trump. Matière première, oui, qu'est-ce qu'on peut dire là ? On suit avec vous l'or, l'argent, notamment, Romain. L'or a un peu retracé là aussi. C'est hyper technique aussi. Il y a des mouvements qui sont très propres. On avait comme cible 2827 sur l'or. On l'a évoqué la semaine dernière. On l'a pas atteint complètement, 2790. On s'est arrêté en dessous. Et puis là, ça a retracé franchement d'une dizaine de pourcents. Il y avait un gros consensus haussier. C'est un mouvement qui s'est mis en place depuis longtemps, qui a touché des premières cibles, débordé ces cibles, atteint quasiment les cibles suivantes. C'est un phénomène technique de prise de bénéfices, à mon sens aussi. Je ne vois pas de retournement de tendance, mais quand un actif perd 10% comme ça en ligne droite et assez rapidement, il faut un peu de prudence pour
C'est à surveiller. Le range pour l'or, maintenant, c'est de 1445 2676. On est calé à l'intérieur. Si on déborde un niveau ou l'autre, on aura des indications plus claires sur la. Mais le sommet a été fait, quoi. Pour nous, on a pris nos bénéfices. D'accord. Pour être très clair. Et on essaiera de se replacer. Mais sur l'or, on est sorti. Sur l'argent, on est sorti aussi à 34,70. C'était la première cible d'une figure de retournement de moyen long terme. Celle de très long terme, elle est plus haute, donc on a encore de la place, mais on a préféré sortir parce qu'on sait que l'argent est très volatile. Ça a perdu 13% à peu près depuis la cible à 34,70. La zone d'achat sur repli, c'est 26,40, 29,93. 29,93, on y est déjà. C'est dire la rapidité, la violence des mouvements. Pour l'instant, on stabilise autour de ce niveau, mais on n'a pas de figure de retournement. Donc les plus agressifs et ceux qui avaient raté le train peuvent rentrer sur ces niveaux-là en supportant $3 de stop, on va dire. Sous 26,40, ce ne serait pas un bon signal. En revanche, si ça confirme la trajectoire de long terme, c'est plutôt des cibles qui se situent aux alentours de 40, voire 45 pour les extensions. C'est des cours qu'on a connus sur l'or, sur l'argent il y a quelques années. C'est pas des terrains incognita. Pour moi, c'est le sens de l'histoire et je pense que ça, il faudra re-rentrer sur l'argent. Pour l'or, pour l'instant, on est un peu stand-by. Très clair. Sur le dollar et l'euro-dollar, Jean-Louis, donc j'ai regardé septembre, le dernier sommet, on est quasiment à 1,12, à 1,1170 sur l'euro-dollar. 2 mois après, on est 6% en dessous, 1,0550. Est-ce qu'on va continuer à se rapprocher un peu plus de la parité 1 pour 1 ? Il y a déjà un 0,450 qui était le plus bas de la zone, il fait plus d'un an. Sur la zone long terme dans laquelle on évolue depuis maintenant 2 ans pratiquement, on est toujours entre les mêmes limites dans la zone basse. Là, on a eu, entre hier et aujourd'hui, un signal d'arrêt de la baisse de l'euro-dollar. Ok. Voilà, il y a un signal d'arrêt. L'hémorragie est stoppée là pour l'instant. C'est tous les... Mais on l'observe partout, puisqu'on a une dissipation de l'effet Trump là. C'était tellement puissant et intense et condensé que. Ça, oui. Gommé, ça se dissipe un peu, ça s'estompe. Voilà. Ok. Et du coup, l'euro reprend un peu de. Et pourtant, la Banque Centrale Européenne a bien dit qu'ils allaient continuer de baisser les taux, alors que de l'autre côté, c'est vrai que la question se pose quand même. C'est vrai que les ventes au détail n'ont pas changé grand-chose là aujourd'hui à la tête de l'euro-dollar, quoi. Non. L'euro-dollar a continué de remonter un petit peu. Non, mais c'est. C'est difficile de se positionner sur des niveaux comme ça. Maintenant, si on mettait un pistolet sur la tête, fait quelque chose, je me dis, on n'est pas loin de la zone basse sur plusieurs années. Ça se tente. Bon, là, on peut acheter un peu, mais l'or, je ne le ferai pas, parce que l'or, pour moi, il y a eu un ciel technique il n'y a pas si longtemps que ça. Sous 2650, pour moi, c'est vendeur, sur le plan technique. Alors, ça peut s'arrêter, ça peut, dans je sais pas, une dizaine de jours, on peut construire quelque chose et repartir. Mais sur l'euro-dollar, on est loin des plus hauts, on est loin du signal de vente qui s'est déclenché. Donc pas être agressif, quoi. Là, vous dites sur ces niveaux-là. On est dans le bas de la zone. Il ne faut pas casser un 0,515. Non, mais même un 0,450 surtout, qui est le plus bas depuis 2000, je ne sais plus là. J'ai fait la photo du graphique. On se retrouve en octobre, en octobre 2023. On était sur un 0,450. Ça fait 2 ans qu'on est scotché dans la zone et on a fait une fausse sortie en fait par le haut du range dans l'été et ça c'est un signal de contre-pied et donc il n'y a pas de rupture mais c'est plutôt dans le sens de contre-pied et donc pourquoi pas sur un 0,515 retour à la parité mais pour l'instant c'est dans le range. Ouais, ok. Sur le dollar, Philippe. Le dollar écrase tout, parce que là on parle de l'euro-dollar, mais face au sterling, face au yen, le yen est reparti à plus de 155. Le dollar, pour fixer les choses, c'est 3,5 de gain depuis que la victoire de Trump est officielle. 10 jours, hein. 3,5. On parle d'une devise majeure. Donc l'or perd 6%, donc en euros, il ne perd pas grand-chose, il perd 2,5. Oui, c'est l'effet dollar, quoi. Ouais, okay. C'est l'effet dollar. C'était vraiment l'effet dollar. Alors moi, par contre, là, ici, j'ai un joli graphique, je ne vais pas le montrer à l'écran, mais tous les métaux, là, c'est... ça a une tête, sale tête. C'est le plongeon du cuivre, le plongeon de l'acier, le plongeon du palladium. Et partout, on entend dire que Trump, c'est la relance de l'économie, c'est ce que décrivait Jérôme Powell hier à Dallas. Hein. Ça va mieux que bien. On est la zone la plus
la plus vigoureuse, mieux que la Chine, bon, bien sûr, à des années-lumière de l'Europe. Il y a l'Espagne qui fera mieux cette année que les États-Unis en termes de croissance. Probablement. Et le pétrole aussi, qui est quand même, alors pas encore sur le fil du rasoir, mais il faudra quand même le regarder lundi, mardi, etc. Peut-être même des dimanches d'ailleurs à Riyad. Il n'a pas beaucoup de marge là, en dessous de 69,80. Sur le Brent, il se passe quelque chose. 69,15, Et alors donc, si là, on écoute ce que nous disent les métaux, l'énergie, le gaz aussi, je l'ai regardé le gaz qui est bien à la baisse, vous avez des marchés qui anticipent 3,5% de croissance en 2025, et vous avez des métaux et de l'énergie qui vous racontent l'histoire exactement c'est la Chine. L'AIE a refait son point sur la demande chinoise pour le pétrole. Il y a un trou de 1 million de barils jour dans la demande chinoise. Hein. Ce matin, les chiffres chinois sont bons, même mieux que prévu. Oui. Sur la conso, un peu mieux. Oui, j'ai vu. Il paraît qu'en effet, ça pouvait repartir, même presque sans mesure exceptionnelle. Les chiffres étaient bons et envoyaient un signal dans la bonne direction. Ce qui permettait d'ailleurs au CAC, au marché européen, de tenir ce matin. On verra, mais en tout cas, un pétrole à ces niveaux-là, avec une offre abondante, ça ne va pas inciter le shale américain à driller comme des malades, quoi. C'est sûr. Il y a toujours cet équilibre à respecter entre combien j'investis dans un puits. Maintenant, il va être rentable. Hein. C'est plus il y a 10 ou 15 ans. Quoi. Mais enfin, il y a quand même une mise de départ. Et elle se chiffre en dizaines de millions de dollars. Si dans 3 mois, quand je commence à produire, le pétrole est tombé de 69 à 65, ça change. Ça annule complètement. On en parlait hier avec Benjamin Louvet, que vous connaissez bien. Très bien. Lui, son point est de dire, effectivement, les producteurs de shale américains sont focalisés sur la rentabilité aujourd'hui et ils n'auront pas drillé à n'importe quel coût, n'importe quel prix. L'objectif étant de préserver les cash flows et la rentabilité aujourd'hui, d'autant que le marché est bien abondé, enfin l'offre est abondante et il n'y a pas forcément besoin d'en remettre beaucoup plus, sauf à faire baisser les prix, ce n'est pas dans l'intérêt des producteurs. Et la bonne nouvelle avec Trump, c'est que pour effectivement aller forer, ils vont pouvoir aller forer là où savent, où probablement ça sera le plus rentable, alors que c'est interdit. De l'autre côté, il y avait des risques que les permis soient vraiment délivrés au compte-gouttes. Bon, messieurs, on restera sur cette échéance un peu compliquée du mois de novembre. On vous retrouvera le 20 décembre pour la prochaine échéance et le retour des 3 sorciers de Smart Bourse. Merci à vous 3. Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien, Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil et Romain Debré, Bourse Direct.